Le microphone pesait lourd dans ma main. Un poids froid et solide dans une pièce scintillante de champagne et de rires forcés. Des centaines de regards étaient fixés sur moi. Vacillant comme des lucioles confuses dans la lumière tamisée et élégante de la salle de bal. Au centre de la foule, son visage était un masque pâle de choc. Mathieu. Mon mari. Il venait de terminer un discours charmant, levant son verre à son magnifique nouveau fils, à son brillant avenir. Et maintenant, j'étais sur scène. L'invité surprise. Le fantôme au festin. Merci. Mathieu. Dis-je. Ma voix stable, résonnant légèrement dans le silence soudain. C'était un bel hommage. Je laissai mon regard dériver vers la femme assise à sa table. La jeune mère, Chloé, qui serrait leur bébé contre elle. Son sourire figé. Et en cette joyeuse occasion, j'ai moi aussi un cadeau spécial. Une petite vidéo que j'aimerais partager. Dédiée à mon mari aimant. À sa merveilleuse famille et à la vie qu'ils ont bâtie ensemble. Mathieu commença à se lever de sa chaise. Les yeux écarquillés d'une horreur naissante. Un signal fut donné. Les lumières s'éteignirent et le grand écran derrière moi s'anima. Mais pour comprendre le cadeau que j'étais sur le point de leur faire, vous devez comprendre la douleur qu'ils m'ont infligée en premier. Vous devez remonter le temps. Revenir au jour calme et suffocant avant que le silence ne soit rompu. 4 mois plus tôt, l'air de Lyon était lourd de la chaleur de fin d'été. Celle qui vous donne l'impression de marcher dans de l'eau tiède. Les foules du week-end au centre commercial de la Confluence se déplaçaient avec une énergie lente, dérivant de la fraîcheur climatisée d'un magasin à l'autre. Je faisais partie de cette dérive, mais pas pour moi-même. Il y avait longtemps que je ne m'étais pas acheté une nouvelle robe ou un rouge à lèvres juste pour le plaisir. J'avais oublié cette sensation. J'étais là pour acheter une nouvelle chemise pour Mathieu. Il s'était beaucoup plaint ces derniers temps. La pression au travail, les longues heures, les réunions importantes avec les clients. Il devait avoir l'air impeccable, disait-il. J'écoutais. Et bien que mon cœur ressentit une indifférence familière et froide après 2 ans à vivre comme des étrangers polis, j'essayais toujours de jouer le rôle de la bonne épouse. Notre mariage n'avait pas toujours été ainsi. Il y a 4 ans, nous étions le couple heureux. Celui que tout le monde enviait. Il était charmant. Spirituel. Et il savait comment me faire sentir comme la seule personne au monde. Mais lentement, imperceptiblement au début, il avait changé. Les dîners partagés étaient devenus rares. Les questions décontractées sur ma journée avaient disparu. Il partait avant que je me réveille et rentrait bien après que je me sois couché. Toujours avec la même excuse, le travail. Je m'étais torturée pendant des mois, me demandant ce que j'avais fait de mal. N'étais-je plus assez intéressante? M'étais-je laissée aller? J'avais tout essayé. Je lui préparais ses plats préférés. J'achetais de la nouvelle lingerie. Je l'attendais. Mais tout ce que j'obtenais en retour, c'était son épuisement, son apathie et parfois son irritation. Finalement, je me suis lassée d'essayer, et notre belle maison s'est remplie d'un silence plus bruyant que n'importe quelle dispute. Je déambulais devant les vitrines brillantes de la mode masculine, cherchant un style qui conviendrait aux larges épaules de Mathieu. Et puis je l'ai vu. Une silhouette familière de l'autre côté de la large allée, dans le rayon maternité et bébé d'un grand magasin. Un homme grand avec un polo vert forêt, celui-là même que j'avais repassé pour lui ce matin. Mon cœur eut un sursaut douloureux. C'était Mathieu. Il n'y avait aucun doute. Il n'était pas seul. À ses côtés se tenait une jeune femme, son ventre gonflé et rond sous une robe d'été légère. Sa tête reposait sur son épaule,
Et leurs mains étaient enlacées. Mathieu tenait une minuscule robe de bébé rose. Un sourire doux et tendre sur le visage en la regardant. C'était un regard d'adoration pure? Une expression que je n'avais pas vue diriger vers moi depuis des années. Le monde autour de moi sembla basculer et se brouiller. Le bruit joyeux du centre commercial s'estompa en un bourdonnement lointain. Tout ce que j'entendais, c'était le rythme frénétique et fracassant de mon propre cœur. Je reculai, me cachant derrière un grand pilier en béton. Mes mains tremblaient tandis que je sortais mon téléphone. Je ne savais pas pourquoi je le faisais. C'était un pur instinct animal de capturer ce moment. D'avoir la preuve que ce cauchemar était réel. Mes doigts tâtonnèrent sur l'écran, prenant quelques photos floues, enregistrant une courte vidéo tremblante. Je regardais Mathieu enrouler son bras autour de la taille de la fille, la rapprochant de lui. Il lui murmura quelque chose à l'oreille, et ils rirent tous les deux. Un son insouciant et heureux. Ils ressemblaient à une famille parfaite. Et moi, son épouse légale, je me cachais comme une criminelle, regardant ma vie s'effondrer. Ils se sont dirigés ensemble vers la caisse. Je retenais mon souffle, les yeux rivés sur eux. Mathieu a sorti son portefeuille. Et la carte qu'il a tendue à la caissière a envoyé une nouvelle vague de glace dans mes veines. C'était la carte de crédit secondaire liée à mon compte principal. Celle que je lui avais donnée pour les urgences. Pendant des années, il m'avait dit que son salaire était bloqué dans des investissements et des dépenses professionnelles. Alors notre foyer fonctionnait sur mes revenus. Je l'avais cru. Je n'avais jamais remis cela en question. Il s'est avéré que mon argent ne soutenait pas seulement notre foyer. Il en construisait un autre. Un nœud de douleur se serra dans ma poitrine. Mais étrangement, aucune larme ne vint. Peut-être que le choc était trop grand. La trahison trop profonde. Je restais figé. Les regardant s'éloigner main dans la main. Portant des sacs remplis de minuscules et adorables vêtements de bébé. Ce n'est qu'après leur départ que mes jambes finirent par céder. Je glissai le long du pilier froid. M'effondrant sur le sol. Le monde tournant autour de moi. J'avais été systématiquement, cruellement trahi. Mon mari, l'homme avec qui j'avais bâti ma vie, était un menteur. Et ce mensonge, je commençais à le réaliser, était bien plus grand qu'une simple liaison. Je ne me souviens pas avoir quitté le centre commercial. Je ne me souviens pas du trajet jusqu'à la maison de ma mère. Mon esprit était une toile blanche. Rejoint cette seule scène encore et encore, Mathieu. La fille. La robe de bébé. Son sourire. Le sac avec la chemise que j'avais prévu de lui acheter était posé sur le siège passager. Un monument pathétique à ma propre bêtise. Quand j'arrivai à la maison de mon enfance, je courus à l'intérieur, claquai la porte de ma chambre et m'effondrai sur le lit. C'est seulement alors, dans la sécurité de cette pièce familière, que les larmes vinrent enfin. C'étaient des larmes chaudes et amères de chagrin et de rage. Ma mère, Ava, entendit le bruit et se précipita. Voyant mon état, elle ne me bombarda pas de questions. Elle s'assit simplement sur le bord du lit et posa une main réconfortante sur mon dos. Son contact était aussi chaud et stable qu'il l'avait toujours été. Mon port d'attache le plus sûr dans toutes les tempêtes. Entre deux sanglots, je lui ai tout raconté. Je lui ai montré les photos, la vidéo. Je m'attendais à ce qu'elle explose. Qu'elle maudisse le nom de Mathieu. Qu'elle me dise de rentrer chez moi et de le confronter. Mais elle ne l'a pas fait. Elle a regardé les preuves. Son visage se durcissant. Mais sa voix est restée étrangement calme. Elle ne montra aucune surprise. Comme si elle s'était attendue à quelque chose comme ça depuis le début. Elle me prit la main.
Essuya mes larmes et dit, arrête de pleurer. Et Lara. À quoi bon les larmes maintenant? Tu vas rentrer? Lui hurler dessus. Et après? Demander le divorce? Je me figeai. Le divorce. Je ne m'étais jamais autorisée à ne serait-ce que penser à ce mot. Malgré la froideur, malgré la douleur, je n'avais jamais imaginé ma vie sans Mathieu. Je ne sais pas. Maman. Je suis tellement perdue. Ma mère laissa échapper un long soupir. Un son rempli de la sagesse et de l'expérience de toute une vie. Elle me regarda droit dans les yeux. Sa voix ferme. Écoute-moi. Et Lara. Ce n'est plus une simple liaison. Regarde les faits. Il utilise ta carte de crédit pour acheter des choses pour sa maîtresse enceinte. Cela signifie qu'il n'a aucun respect pour toi. Et qu'il a un plan. Si tu fonces tête baissée maintenant, tu ne feras que jouer son jeu. Il niera tout. Ou pire. Il l'admettra et te forcera à un divorce rapide. Et qu'auras-tu alors? Quelques photos floues? Ce n'est pas suffisant? Ma chérie. Chacun de ces mots était comme une douche d'eau glacée, me ramenant brutalement à la réalité. Elle avait raison. Si je faisais une scène maintenant, je ne gagnerais rien d'autre que l'étiquette d'une épouse hystérique et jalouse. Mathieu pourrait facilement retourner la situation à son avantage, et je serais celle qui se retrouverait sans rien. Alors, qu'est-ce que je fais? Maman? Demandai-je, ma voix tremblant encore. Elle serra ma main plus fort, m'insufflant une force que je ne savais pas que j'avais. À partir de maintenant, tu vas faire comme si tu ne savais rien. Tu rentres à la maison et tu continues à être l'épouse calme et douce. Plus tu paraîtras insuspecte, plus il deviendra négligent. Et pendant que tu joueras ton rôle, nous rassemblerons des preuves. Pas seulement des preuves de sa liaison, mais des preuves de ses finances, de ses biens. Je soupçonne que ce n'est pas seulement lui. Sa famille pourrait être dans le coup. Le couvrir. Nous devons découvrir ce qu'il a fait dans ton dos ces 2 dernières années. Quand nous aurons tout ce qu'il faut, nous frapperons un coup si fort qu'il ne pourra rien nier. Ma fille ne se fera pas avoir comme ça. Son plan était terrifiant, mais il alluma aussi une lueur d'espoir en moi. Faire semblant. Faire face à mon traître chaque jour alors que mon cœur était en miettes, ce serait une torture. Mais ma mère avait raison. Ce n'était pas le moment de faire preuve de faiblesse. J'avais été trompée trop longtemps. Il était temps de me battre pour moi-même, pour mes parents, pour tout ce que ma famille avait investi dans ce mariage. J'essuyai mes larmes, prenant une profonde inspiration pour me calmer. Je regardai ma mère, mon regard désormais ferme et résolu. D'accord, maman. Je vais t'écouter. Je peux le faire. Elle hocha la tête. Un mélange de fierté et de chagrin dans les yeux. Elle me serra dans ses bras. C'est ma fille. Sois forte. Tu m'as avec toi maintenant. À partir d'aujourd'hui, c'est une guerre que nous mènerons à 2. Ce soir-là, je retournai à la maison que j'appelais autrefois mon foyer. Mathieu était déjà là, regardant la télévision dans le salon. Il me jeta un coup d'œil en entrant, demandant nonchalamment, « Tu étais où ?»« J'étais chez maman. » Répondis-je, forçant un sourire qui me coûta toute mon énergie. Je brandis le sac de course. Je t'ai acheté une nouvelle chemise. Il prit le sac sans même regarder à l'intérieur, marmonnant un vague « merci » avant de retourner son attention vers l'écran. Son indifférence, qui autrefois me blessait, était maintenant une bénédiction. Il ne remarqua pas l'étrangeté dans mes yeux, la raideur de mon sourire.
Cette nuit-là, je restais allongé dans le lit, le dos tourné, faisant semblant de dormir profondément. Mais dans l'obscurité, mes yeux étaient grands ouverts. Ma guerre venait de commencer. Les jours qui suivirent furent les plus longs de ma vie. Vivre dans la même maison, manger à la même table, dormir dans le même lit que l'homme qui avait brisé mon monde était une forme de torture unique. Chaque matin, je me levais toujours tôt pour faire son café et repasser ses chemises. Chaque soir, je l'accueillais toujours avec un doux sourire et un dîner chaud. Je jouais le rôle de l'épouse dévouée à la perfection, sans laisser transparaître le moindre soupçon, la moindre lueur de ressentiment. Mon jeu était si parfait qu'il ne semblait rien remarquer. Ou peut-être était-il simplement trop absorbé par sa nouvelle vie pour s'en soucier. Mon ignorance feinte le rendit imprudent. Il continua son manège de soirées tardives et de voyages impromptus le week-end. Il prenait toujours des appels discrets dans le garage et supprimait les messages dès qu'il les lisait. Mais maintenant, je voyais tout. Chaque mensonge, chaque dérobade était une pièce du puzzle que j'assemblais soigneusement. Suivant les conseils de ma mère, je commençais par nos finances. Par le passé, j'avais fait entièrement confiance à Mathieu. Il me donnait une somme fixe pour les dépenses du ménage chaque mois, prétendant que le reste de ses revenus était destiné à l'épargne et aux investissements. Je n'ai jamais demandé à voir ses fiches de paie ou ses relevés de primes. C'était ma plus grosse erreur. Je commençais par fouiller dans des années de nos archives financières. Je passais des heures enfermé dans le bureau, entouré de piles de relevés bancaires et de déclarations d'impôts, recoupant méticuleusement chaque chiffre. Il ne fallut pas longtemps pour trouver la première faille majeure dans son histoire. Il y a plus d'1 an, Mathieu avait été promu directeur de projet senior. Son salaire avait augmenté de près de 50%. Je le savais parce que je l'avais entendu s'en vanter une fois à un ami au téléphone. Mais le montant mensuel qu'il virait sur notre compte joint n'avait jamais changé. En fait, certains mois, il avait même diminué, prétextant des compressions budgétaires et des primes réduites. Alors, où était passé tout cet argent supplémentaire? Je notais soigneusement les chiffres, les dates, les écarts dans un petit carnet caché. Plus je calculais, plus je me sentais glacé. La somme d'argent qu'il m'avait cachée au cours des 2 dernières années était stupéfiante. C'était assez pour verser un acompte sur une 2e maison. Ensuite, je devais accéder à son téléphone. C'était beaucoup plus difficile. Mathieu le gardait comme une forteresse, ne le quittant jamais des yeux. Mais une occasion se présenta enfin. Un soir, il alla prendre une douche et laissa son téléphone en charge sur sa table de chevet. Mon cœur se mit à battre la chamade. Je fermai doucement la porte de notre chambre. Le clic du loquet résonnant comme un coup de feu dans la maison silencieuse. Je saisis le téléphone. Heureusement, le code d'accès était toujours le même, notre anniversaire de mariage. Une ironie cruelle qui me noua l'estomac. Je savais que j'avais très peu de temps. J'évitais les applications de messagerie, sachant qu'il serait assez malin pour effacer ses conversations. J'allais directement à ses contacts. Je parcourus la liste, mais il n'y avait aucun nom de femme qui semblait déplacé. Puis, une entrée attira mon attention. Elle était enregistrée sous un nom étrange, Entrepreneur, le Monarque. Mon instinct me hurla que c'était ça. Je cliquai sur le contact. C'était un numéro local, non associé à des applications de messagerie. Pourquoi nommerait-il un entrepreneur du nom d'un lieu? Le Monarque. Je connaissais ce nom. C'était un nouvel immeuble d'appartements de grand luxe dans le centre-ville. Je pris rapidement une photo du numéro avec mon propre téléphone. Puis je vérifiai son historique d'appel.
Le nom, entrepreneur, le Monarque, apparaissait avec une fréquence alarmante. Parfois une douzaine d'appels en une seule journée. Certains des appels duraient plus d'une heure. Généralement tard le soir ou pendant sa pause déjeuner. Juste à ce moment-là, j'entendis l'eau s'arrêter dans la salle de bain. Une secousse de panique me traversa. Je quittai rapidement les contacts, effaçai les applications récemment ouvertes et reposai le téléphone sur la table de chevet. Exactement comme je l'avais trouvé. Quelques secondes plus tard, Mathieu sortit. Une serviette enroulée autour de sa taille. Mon cœur battait encore la chamade. Mais je forçai mon expression à rester placide, faisant semblant d'être absorbé par un livre. Plus tard dans la nuit, je fis part de mes découvertes à ma mère par téléphone. Elle resta silencieuse un moment avant de parler. « N'appelle pas ce numéro. » Et Lara. « Pas encore. Quant au Monarque, tu devrais y aller demain. Mais tu dois être incroyablement prudente. Ne le laisse pas te voir. » « Je le ferai. Maman. Promis-je. Et pour l'argent? Continua-t-elle. Sa voix tranchante comme l'acier. Continue de rassembler des preuves. Imprime chaque relevé de banque. Surligne chaque transaction suspecte. Il nous faut une trace écrite pour tout. Le moment venu, les mots ne valent rien. Seuls les documents comptent. En raccrochant, je sentis un regain de détermination. Le chemin à parcourir était périlleux, mais je ne le parcourais pas seul. Ma mère était mon général, élaborant la stratégie pour chaque bataille. Les premiers vrais indices avaient émergé, et je savais que j'étais sur la bonne voie. La toile de la trahison de Mathieu commençait lentement à se défaire. Le lendemain matin, je dis à Mathieu que je passais la journée chez ma mère. Il leva à peine les yeux de son ordinateur portable, hochant simplement la tête d'un air distrait. Plus il m'ignorait, plus ma mission devenait facile. Après son départ pour le travail, je ne suis pas allé chez ma mère. J'ai conduit directement jusqu'au Monarque en centre-ville. C'était encore plus opulent que je ne l'avais imaginé. Une tour étincelante de verre et d'acier avec des voituriers à l'entrée et une sécurité renforcée. Un étranger ne pouvait pas simplement entrer. Je me suis garé de l'autre côté de la rue, dans un petit café, trouvant une table isolée près de la fenêtre qui me donnait une vue dégagée sur l'entrée principale. J'ai commandé un latte que je ne voulais pas et j'ai commencé à attendre. Le temps s'écoulait lentement. Je ne savais pas ce que j'espérais voir. Mathieu allait-il se montrer? Était-ce juste une fausse piste? Des doutes commencèrent à s'insinuer dans mon esprit. Juste avant midi, une berline noire familière s'arrêta devant l'entrée. C'était la voiture de Mathieu. Mon souffle se coupa. Il m'avait dit qu'il avait une réunion client toute la journée à Villeurbanne, à l'autre bout de la ville. Pourtant, le voilà. Il n'utilisa pas le voiturier. Il passa simplement un badge sur le portail du parking des résidents et entra. C'était donc vrai. Soit il avait un appartement ici, soit sa maîtresse en avait un. Mon instinct avait eu raison depuis le début. J'étais assise dans le café, les poings serrés. Et maintenant? Je ne pouvais pas entrer. Je ne pouvais pas rester assise ici indéfiniment. Je décidai de faire le tour du bâtiment, espérant trouver un indice. N'importe quel indice. En m'approchant de l'entrée commerciale au rez-de-chaussée, je vis un groupe de livreurs de repas qui attendaient que les résidents descendent. Une idée, nette et soudaine, me traversa l'esprit. Je m'approchai d'un jeune homme qui devait avoir une vingtaine d'années. Je sortis un billet de 100 € de mon portefeuille. « Excusez-moi, dis-je d'une voix douce et urgente. J'ai besoin de votre aide. J'essaie d'envoyer une surprise à ma sœur qui vit ici.
Mais elle est enceinte et a oublié de me donner son numéro d'appartement. Pourriez-vous vérifier à quel appartement correspond ce numéro de téléphone? Je récitai le numéro que j'avais photographié sur le téléphone de Mathieu. Le livreur me regarda, puis regarda le billet de 100 €. Une lueur d'hésitation dans les yeux. J'insistai. Ma voix chargée d'une fausse émotion. Elle a une grossesse difficile. Et je voulais juste lui remonter le moral. S'il vous plaît? Mon histoire sembla fonctionner. Il hocha la tête, sortit son téléphone et tapa le numéro dans l'application de livraison de son entreprise. Après un moment, il leva les yeux. Oui. Je l'ai. Ce numéro est pour l'appartement 2805. Le nom est Chloé Jensen. Chloé Jensen. Le nom fut comme un coup physique. Appartement 2805. Je l'avais enfin. Un nom et une adresse. Je remerciai le livreur, lui glissant l'argent dans la main, et m'éloignai avant qu'il ne puisse changer d'avis. Je retournai à ma voiture, une tempête de fureur et un étrange sentiment de triomphe faisant rage en moi. Appartement 2805 au Monarque. Une suite pentouse? Très probablement. Les prix des logements dans cet immeuble étaient astronomiques. Tout l'argent que Mathieu m'avait caché. Les augmentations. Les primes. Tout était passé ici. Il avait utilisé mon argent durement gagné. L'argent pour lequel j'avais économisé et fait des sacrifices. Pour offrir une vie de luxe à une autre femme. Je ne suis pas rentrée tout de suite. Je suis restée assise dans ma voiture, regardant ce bâtiment monolithique. Je les imaginais là-haut. Dans leur nid d'amour au 28e étage. Riant. Mangeant. Planifiant pour le bébé. Pendant que moi, l'épouse dévouée, j'étais en bas. Seule. À rassembler les ruines de ma vie. Une vague de rage pure me submergea. Je voulais monter là-haut. Frapper à la porte du 2805 et exiger une explication. Mais la voix de ma mère résonna dans ma tête. Reste calme. Ne fais rien de stupide. Je saisis le volant, prenant de profondes inspirations saccadées. Pas encore. Le moment n'était pas venu. J'avais besoin de plus. J'avais besoin de preuves irréfutables. Ce jour-là, en quittant le Monarque, je ne suis pas rentrée chez moi, mais au bureau d'un détective privé qu'une amie m'avait recommandé. Je savais qu'il y avait des choses que je ne pouvais pas faire seule. J'avais besoin de photos. J'avais besoin de vidéos de Mathieu et Chloé Jensen entrant ensemble dans cet appartement. J'avais besoin de preuves froides et concrètes de leur vie commune. Cette guerre devait être gagnée. Et je la gagnerais. Engager le détective privé fut une étape sinistre mais nécessaire. C'était surréaliste. Comme dans un film. D'être assise dans un bureau stérile, tendant la photo de mon mari à un inconnu. Mais cela m'apporta aussi un étrange sentiment de soulagement. Au moins maintenant, je n'aurais plus à le traquer moi-même. La peur constante d'être découverte était épuisante. Je donnai au détective, un homme calme et professionnel nommé Monsieur Davis, l'adresse de l'appartement 2805 et l'emploi du temps quotidien de Mathieu tel que je le connaissais. Il ne me restait plus qu'à attendre. Pendant ce temps, je continuais mon numéro. Je restais l'épouse attentive et insuspecte. J'ai même suggéré une soirée cinéma pour renouer, sachant qu'il refuserait. Comme prévu. Il prétendit qu'il devait s'envoler pour Bordeaux pour un voyage d'affaires de dernière minute ce week-end-là. J'ai simplement souri. Lui ai dit de faire attention et lui ai souhaité bonne chance. Je savais déjà que son « voyage d'affaires » se déroulait au 28e étage du Monarque. Quelques jours plus tard, je reçus un appel de Sarah, l'épouse du patron et collègue proche de Mathieu,
Marc. Sarah et moi étions amis. Nous nous retrouvions occasionnellement pour un café ou du shopping. Son appel fut une distraction bienvenue du lourd silence de ma vie. Et Lara? Salut. Tu es libre ce samedi? Demanda-t-elle. La voix joyeuse. Les filles et moi? On se fait une journée au spa. Tu as l'air d'avoir besoin d'un peu de détente. Tu m'as semblé un peu stressée ces derniers temps. J'acceptais volontiers. J'avais désespérément besoin de parler à quelqu'un. De me sentir normale pendant quelques heures. Nous nous sommes retrouvés dans un spa serein le samedi après-midi. Alors que nous nous relaxions dans le hammam, Sarah se tourna vers moi. Son expression soudainement sérieuse. Dis. Je peux te poser une question personnelle? Et s'il te plaît? Ne sois pas offensé. Je me préparais. Bien sûr. Sarah. Qu'est-ce qu'il y a? Elle hésita. Puis baissa la voix. Est-ce que tout va bien? Entre toi et Mathieu? Un frisson me parcourut. Mais je gardai un visage neutre. Pourquoi tu demandes? Tout va bien. Sarah semblait mal à l'aise. C'est juste que, lors des événements de l'entreprise, Mathieu se comporte. Eh bien, il se comporte comme s'il était célibataire. Toutes les nouvelles stagiaires et les jeunes recrues le draguent. Et non seulement il laisse faire, mais il les encourage. C'est un peu étrange. Une douleur familière se serra dans ma poitrine. Mais je forçai un rire léger. Oh. Tu connais Mathieu. Il a toujours été un séducteur. Il pense probablement que c'est sans conséquence. Sarah soupira, n'achetant manifestement pas mon explication. Elle semblait débattre de l'opportunité d'en dire plus. Finalement, elle prit une profonde inspiration. Et Lara? Ça va paraître fou. Et peut-être que ce n'est qu'une stupide rumeur. Mais certaines personnes de son service disent que toi et Mathieu êtes divorcés depuis 2 ans. La vapeur de la pièce me parut soudainement froide. Mon sang se glaça dans mes veines. Ils disent qu'il est l'un des célibataires les plus convoités de l'entreprise. Continua-t-elle. La voix pleine d'excuses. Tout le monde semble le croire. Je veux dire, on ne t'a pas vu à une fête d'entreprise depuis des lustres. Et il voyage toujours seul pour les séminaires. Chaque mot était un coup de marteau. Divorcé depuis 2 ans. Un célibataire convoité. Donc, dans le monde qu'il habitait chaque jour, je n'existais pas. Il ne m'avait pas seulement trompé. Il m'avait effacé. Il avait construit une vie parallèle élaborée. Un mensonge si complet qu'il était devenu sa réalité. La douleur que je ressentais n'était plus seulement un chagrin d'amour. C'était une humiliation profonde, écrasante. Il avait piétiné ma dignité, nié mon existence même en tant qu'épouse, et transformé notre mariage en une plaisanterie. Au cours des 2 dernières années, pendant que j'étais à la maison, à gérer notre vie, à m'inquiéter pour lui, il jouait le rôle d'un homme libre. Un homme à succès, sans attache, sans responsabilité, sans lien. Cela expliquait tout, sa froideur, ses absences, son indifférence. Dans son esprit, cette maison, cette vie avec moi, était déjà terminée. Voyant mon visage se vider de toute couleur, Sarah tendit la main et toucha mon bras. Et Lara? Ça va? C'est peut-être juste un malentendu. Je secouai la tête, réussissant à esquisser un sourire faible et tordu. Je vais bien. C'est probablement juste des commérages de bureau stupides. Je lui en parlerai. Mais je savais. Il n'y avait pas de malentendu.
C'était la vérité. Une vérité brutale et dévastatrice. C'était une trahison bien plus profonde que l'infidélité. Il ne voulait pas seulement une autre femme. Il voulait une toute autre vie. Une vie où je n'avais aucune place. Je quittai le spa dans un état second. Je conduisis sans but dans les rues de la ville. Le monde extérieur à ma voiture un flou sans signification. J'avais pensé être préparé au pire. Mais cette révélation m'avait mise à genoux. Il essayait activement de m'effacer de son histoire. Ce soir-là, quand Mathieu appela de son « voyage d'affaires » à Bordeaux, je regardai le téléphone et vis le nom d'un étranger. Qui était cet homme que j'avais épousé? Combien d'autres vies menait-il dont j'ignorais tout? Je ne l'ai pas confronté à ce que Sarah avait dit. À quoi bon? Il aurait simplement menti à nouveau, tissant un autre fil dans sa tapisserie de tromperie. J'ai simplement écouté ses récits de réunions fictives. Sa voix douce et convaincante. J'ai regardé l'homme qu'il prétendait être. Et je n'ai ressenti qu'une résolution froide et dure. Il était un acteur. Et toute sa vie était une scène. Mais chaque pièce a un acte final. Cette nuit-là, le premier rapport de M. Davis arriva dans ma boîte de réception. Il contenait un dossier de photographie d'une clarté cristalline. Mathieu et Chloé. Main dans la main. Entrant dans le hall du Monarque. Mathieu portant des sacs de course tandis qu'elle s'accrochait à son bras. Il y avait même des photos d'eux à l'épicerie, ressemblant à n'importe quel autre couple. Il avait la main posée sur son ventre gonflé. Ils avaient l'air si heureux. Je fixais chaque photo. Mon cœur ne souffrant plus. Il semblait se changer en pierre. Sa toile de mensonge était complexe. Mais je serais celle qui la détruirait. Fil par fil. Mon enquête sur la trahison de Mathieu a révélé un complot bien plus sinistre que je n'aurais pu l'imaginer. Il ne s'agissait pas seulement d'amour ou de luxure. C'était un complot froid et calculé. La révélation qu'il s'était déclaré divorcé à ses collègues me laissa avec un malaise lancinant concernant notre plus grand bien commun, notre maison. Cette maison était censée être notre foyer pour toujours. Nous l'avions achetée ensemble. Mais mes parents avaient fourni la majeure partie de la compte. C'était leur cadeau de mariage pour moi. Une façon de garantir à leur fille stabilité et sécurité. Mathieu avait été si reconnaissant à l'époque, promettant d'honorer leur générosité pour le reste de sa vie. Repenser à ces paroles maintenant me donnait la nausée. Un après-midi. Sous prétexte de faire le ménage de printemps dans le bureau. Je commençais à chercher nos documents de propriété. Je dis à Mathieu que je cherchais une vieille police d'assurance. Il grogna en réponse, sans même lever les yeux de son téléphone. Son désintérêt était mon bouclier. Mon cœur battait la chamade lorsque j'ouvris le tiroir du classeur où nous gardions les papiers importants. Tout ce qui concernait la maison, le contrat d'achat, les documents hypothécaires. L'acte de propriété se trouvait dans un portefeuille en cuir marron. Je soulevai délicatement le dossier contenant l'acte de propriété officiel. Je me souvins du jour où nous l'avions reçu, de la fierté et de la joie que nous avions tous deux ressentis. C'était un symbole de notre avenir. J'ouvris le dossier, mes yeux parcourant le texte juridique dense. Et puis je l'ai vu. Mon monde s'est arrêté. Sur la deuxième page, sous la section énumérant les propriétaires, il n'y avait plus seulement deux noms. À côté de mon nom, Elara est. Et du nom de Mathieu, Mathieu est. Il y en avait deux autres, Richard et Éléonore est. Ses parents. 4 noms. Imprimés en caractères nets et officiels. Estampillés du sceau du cadastre. Le sang quitta mon visage. Que était ce que c'était? Comment leur nom pouvait-il figurer sur l'acte de ma maison? Ils n'avaient aucun droit légal sur elle. Je m'effondrai dans le fauteuil de bureau. L'esprit en ébullition. J'essayais de me souvenir.
cherchant désespérément dans ma mémoire toute occasion où j'aurais pu signer quelque chose. N'importe quoi. En rapport avec cela. Rien. Mathieu ne l'avait jamais mentionné. Ses parents n'avaient jamais dit un mot. Alors, comment leur nom était-il arrivé là? Une vague de nausée me submergea. Ce n'était plus seulement la trahison de Mathieu. C'était une conspiration familiale calculée. Ils m'avaient tous prise pour une idiote, me traitant comme une étrangère dans ma propre maison. Ils avaient secrètement et illégalement transformé notre bien commun, un bien construit avec l'argent de ma famille, en propriété de leur famille. Les mains tremblantes, je pris une photo de l'acte et l'envoyai à ma mère. Quelques minutes plus tard, elle appela. Sa voix tendue d'incrédulité et de fureur. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Bon sang! Quand est-ce que c'est arrivé? Et Lara? Comment as-tu pu ne pas le savoir? Je ne sais pas. Maman. Je te jure. Je ne sais pas. Je n'ai jamais signé de papier? Sanglotai-je au téléphone. Ma mère se tut un instant, se reprenant. Quand elle reparla, sa voix était glaciale. Et Lara? Calme-toi et écoute-moi. Il a dû te piéger. Il a dû glisser un document dans une pile d'autres papiers et te l'a fait signer sans que tu t'en rendes compte. Ces gens. Ils sont plus vicieux que je ne le pensais. Mais ce n'est pas grave. Remets l'acte exactement où tu l'as trouvé. Ne le laisse pas savoir que tu l'as vu. Je vais m'en occuper. J'ai une vieille amie dont le mari travaillait au service du cadastre. Je vais leur demander de retrouver le dossier original. Nous devons savoir s'ils ont falsifié ta signature ou quel autre tour ils ont utilisé. Son calme fut l'encre dont j'avais besoin. Elle avait raison. Je ne pouvais pas m'effondrer maintenant. Cette trahison était allée trop loin. Elle avait atteint ma famille, piétinant l'amour et la générosité de mes parents. Ils ne voulaient pas seulement me voler mon mari. Ils voulaient me voler ma maison. Je ne les laisserai pas gagner. Ce soir-là, Mathieu rentra, aussi nonchalant que jamais. Il me demanda même si j'avais trouvé la police d'assurance. Je souris. Un sourire glacialement doux. Je l'ai trouvée. Elle était exactement là où tu avais dit. Je le regardai profondément dans les yeux, cherchant une trace de l'homme que j'avais autrefois aimé. Mais il n'y avait plus rien. Seulement un étranger. Un escroc. Lui et toute sa famille avaient tissé un filet pour me piéger, pour me dépouiller de tout ce que je possédais. Mais ils avaient sous-estimé leur proie. Cette proie n'avait plus peur. Cette proie était prête à mordre en retour. Comme si la découverte de l'acte de propriété falsifié ne suffisait pas. Un nouveau front dans cette guerre était sur le point de s'ouvrir. Cette fois, l'attaque était directe. Un soir, alors que je passais en revue les preuves que j'avais rassemblées, une notification apparut sur mon téléphone. Une demande d'amis sur les réseaux sociaux d'un compte inconnu. Le nom était « Le soleil de Chloé ». Et la photo de profil était un tournesol. J'acceptais rarement les demandes d'inconnus. Mais un sombre pressentiment me poussa à cliquer sur le profil. Mon cœur se serra. La page était un sanctuaire dédié à une grossesse heureuse. Et la femme enceinte était Chloé Jensen. Il y avait des photos d'elle sur le balcon de l'appartement du monarque. Les lumières de la ville scintillant derrière elle. Il y avait une photo d'elle sur le siège passager de la voiture de Mathieu. Une main reposant protectriquement sur son ventre. Un sourire béat sur le visage. Et puis, celle qui fut comme un coup de poignard délibéré au cœur, une photo d'elle et de Mathieu ensemble. Sa tête sur son épaule. Tous deux rayonnant devant l'objectif. La légende disait, « J'espère juste que notre petit homme naîtra en bonne santé. Beau comme son papa. Et qu'il aimera sa maman pour toujours. » Le sang me monta aux oreilles.
C'était une provocation flagrante et calculée. Elle voulait que je voie ça. Avant même que je puisse décider d'accepter ou de refuser la demande. Un message apparut. Salut Elara. C'est Chloé. Je fixais les mots. Les jointures de mes doigts blanchissant alors que je serrais mon téléphone. Elle avait l'audace de me contacter directement. Je pris une profonde inspiration, me souvenant du conseil de ma mère de rester calme. Je ne répondis pas. Je me contentais de lire. Quelques secondes plus tard, un autre message arriva. Je sais que tu sais pour Mathieu et moi. Je ne veux rien te cacher. Nous sommes amoureux. Mathieu m'a dit que c'était fini entre vous depuis longtemps. Il attendait juste le bon moment pour te le dire. Son ton. Un mélange écœurant d'innocence feinte et d'arrogance éhontée. Me donna envie de fracasser mon téléphone contre le mur. Mais je ne le fis pas. Je savais que c'était une arme. Je fis une capture d'écran de chaque message. Quand elle vit que je ne répondais pas, elle intensifia son attaque. Elle envoya une photo d'échographie. C'est un garçon. Elara. Mon fils avec Mathieu. Il a 5 mois. Parfaitement en bonne santé. Le médecin dit qu'il ressemble à son papa. Une vague d'amertume me monta à la gorge. Elle utilisait son bébé. Ma propre incapacité à en avoir un. Comme une arme contre moi. Nous avions essayé. Au début de notre mariage. Mais Mathieu avait toujours repoussé. Disant qu'il voulait d'abord se concentrer sur sa carrière. Il s'est avéré qu'il ne voulait pas d'enfant, il n'en voulait simplement pas avec moi. Les jours suivants, Chloé me tourmenta sans relâche avec un barrage de messages et de photos. Une photo d'un repas que Mathieu lui aurait préparé. Une vidéo de lui caressant son ventre de femme enceinte. Sa voix un murmure bas alors qu'il parlait à leur fils à naître. Elle se vantait des cadeaux coûteux qu'il lui achetait. Des promesses qu'il lui faisait pour leur avenir commun. Son but était transparent, me briser. Elle voulait que je perde mon sang-froid. Que je fasse une scène. Que j'exige le divorce. Alors elle serait la gagnante? Entrant gracieusement dans la vie qu'elle avait volée. J'ai tout raconté à ma mère. Après avoir écouté, elle a juste ri. Un rire court et sec. Dénué d'humour. Cette petite est une amatrice. Pense-t-elle vraiment que ces jeux d'enfants peuvent te vaincre? Laisse-la envoyer ses photos. Plus tu l'ignoreras, plus elle deviendra frustrée. Fais des captures d'écran de tout. Garde tout. Un jour, dans un tribunal, ces messages peindront un portrait très clair d'une briseuse de ménage manipulatrice et sans classe. Mais c'est si dur. Maman. Avouez-je. Chaque fois que je vois un message d'elle, j'ai l'impression de me briser à nouveau. Alors ne le vois pas comme une attaque personnelle. Me conseilla-t-elle. Vois-le comme une pièce de théâtre. Tu es le public. Regardant une actrice désespérée dans un drame dont tu connais déjà la fin. Plus tu es calme, plus tu as de pouvoir. Tu comprends? Ces paroles me recentrèrent. Je me forçais à changer de perspective. Je ne ressentais plus de douleur en voyant les messages de Chloé. Au lieu de cela, je ressentais une pitié froide pour elle. Elle se réjouissait d'un homme qu'elle pensait avoir gagné, d'une vie qu'elle croyait être la sienne. Elle n'avait aucune idée qu'elle n'était qu'un pion de plus dans le jeu cruel mené par Mathieu et sa famille. Un homme qui pouvait si impitoyablement rejeter une épouse de 4 ans ferait un jour de même avec elle. Je n'ai jamais répondu à un seul message. Je ne l'ai jamais bloqué. Je l'ai simplement laissé jouer son rôle. Spectatrice silencieuse rassemblant méticuleusement les preuves pour le lever de rideau final. Je pensais que la cruauté de Chloé avait atteint son paroxysme. Mais je me trompais. Un jour, elle envoya un message qui me glaça le sang.
Mathieu m'a dit que ta grand-mère t'a laissé un magnifique bracelet en diamant. Il a dit que c'est un héritage familial. J'adore les pièces classiques comme ça. Quand nous nous marierons, je pense que je lui demanderai de m'en acheter un identique. Je lui ai relu le message. Un profond pressentiment s'empara de moi. Ce bracelet était l'un de mes biens les plus précieux. Ma grand-mère me l'avait donné le jour de mon mariage. Un symbole d'héritage et d'amour. À part moi, Mathieu et mes parents, presque personne ne le connaissait. Pourquoi parlerait-il à sa maîtresse de quelque chose de si personnel? Et pourquoi en parlait-elle maintenant? Mon instinct me hurla que quelque chose n'allait pas du tout. Je me précipitai dans notre chambre, vers le petit coffre-fort caché au fond de notre dressing où nous gardions les documents importants et les objets de valeur. Il y avait 2 clés. J'en avais une, et Mathieu avait l'autre. Ma main tremblait en insérant ma clé et en tournant le cadran de la combinaison. La lourde porte d'acier s'ouvrit. L'intérieur était presque vide. La boîte en velours qui contenait le bracelet de ma grand-mère avait disparu. Le portefeuille en cuir contenant l'acte de propriété original de notre maison avait également disparu. Il ne restait que quelques-unes de mes obligations d'épargne personnelle et une petite somme d'argent liquide d'urgence. La force quitta mon corps. Je m'effondrai sur le sol. Il l'avait pris. Mathieu avait ouvert notre coffre-fort et volé mon héritage le plus précieux. Il avait volé la preuve de propriété de notre maison. Il n'avait pas seulement trahi ma confiance, menti sur nos finances et m'avait trompé. C'était un voleur. Un voleur ordinaire qui avait volé sa propre femme. Des larmes coulèrent sur mon visage. C'était un nouveau niveau de douleur. Ce n'était pas la douleur d'un cœur brisé. C'était la violation de savoir que pour lui, je n'étais rien. Chaque souvenir, chaque lien d'affection, avait été dépouillé de sa signification et jeté comme un déchet. J'appelai ma mère. La voix étranglée par les sanglots. Elle resta silencieuse à l'autre bout du fil pendant un long moment. Je pouvais presque sentir sa rage vibrer à travers le téléphone. Alors, dit-elle enfin, sa voix dangereusement calme. C'est comme ça qu'ils veulent jouer. Ils ne veulent pas seulement que tu partes sans rien. Ils veulent prendre tout ce qui a toujours été à toi. Puis, son ton changea, devenant tranchant et décisif. Et Lara, arrête de pleurer. Les larmes sont inutiles maintenant. Écoute-moi. Le fait qu'ils aient pris l'acte et le bracelet est la plus grosse erreur qu'ils pouvaient faire. Ils viennent de nous donner la corde pour les pendre. Tu vas continuer à faire comme si tu ne savais rien. Ne laisse pas transparaître que tu as découvert le vol. Laisse-les croire qu'ils sont malins. J'ai un plan. Je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire, mais sa confiance était contagieuse. J'essuyai mes larmes et me relevai lentement. Le chagrin se transformait en une fureur froide et dure. La faiblesse était remplacée par une volonté de faire. Il m'avait volé. Et je reprendrais tout. Avec les intérêts. Ce mariage était mort. La seule chose que je voulais maintenant, c'était la justice. La justice pour moi. Et pour ma famille. Je regardais le coffre-fort vide, faisant un vœu silencieux. Mathieu, toi et ta famille pouvez savourer votre victoire pour l'instant. Parce que votre temps est compté. Après le choc du vol, j'ai suivi les instructions de ma mère à la lettre. Je n'ai donné aucune indication que je savais que mes biens les plus précieux avaient disparu. Mon rôle d'épouse ignorante est devenu mon unique objectif. Plus la trahison était profonde, plus mon sourire devenait doux. Mathieu, dans son arrogance, ne vit rien d'anormal. Pendant ce temps, ma mère commença sa contre-attaque. Elle avait une vieille amie dont le mari, bien que retraité, avait été un haut fonctionnaire au service du cadastre.
Ses relations étaient encore solides. Ma mère alla la voir, présentant l'histoire avec soin. Elle expliqua qu'elle voulait simplement examiner les registres de propriété de sa fille en raison de documents confus, craignant une erreur administrative. Quelques jours plus tard, son amie rappela. Les informations qu'elle fournit confirmèrent nos pires craintes. Ava. J'ai vérifié le dossier, dit-elle, la voix grave. L'acte de propriété de la maison de ta fille a été officiellement modifié pour ajouter les noms de ses beaux-parents il y a près d'un an. Ma mère, maîtrisant sa colère, posa la question cruciale. Et les papiers? Y avait-il la signature de ma fille? Il y eut une pause à l'autre bout du fil. Oui. Bien sûr. Pour un changement de propriétaire sur un bien en indivision, les deux parties doivent être présentes et signées devant un notaire. Le dossier contient un contrat notarié avec ce qui semble être les signatures d'Elara et de Mathieu. En entendant cela, ma mère sut. Elle remercia son ami et raccrocha. Le visage un masque sinistre. Ce soir-là, quand je suis venue, elle m'a entraînée dans la cuisine et m'a tout raconté. C'est exactement ce que je soupçonnais, dit-elle, la voix tendue. Il t'a piégé pour que tu signes. Je me creusais la cervelle, essayant de reconstituer les événements d'il y a un an. Que s'était-il passé? Le souvenir était flou, enfoui sous le poids de 1000 autres jours banals. Puis, une faible image refit surface. Maman. Je me souviens maintenant. À cette époque, Mathieu a ramené à la maison une énorme pile de papiers à signer. Il a dit que c'était une demande de prêt employé à faible taux d'intérêt de son entreprise. Il allait investir dans un projet technologique interne. Il a dit que la paperasse était compliquée et qu'il avait déjà marqué tous les endroits où je devais signer. J'étais pressée d'aller au travail. Je lui ai fait confiance. J'ai signé sans lire. Ma mère frappa la paume de sa main sur la table. Le son résonnant dans la pièce silencieuse. C'est ça. C'est comme ça qu'il a fait. Le fils de. Il a caché le document de transfert de propriété à l'intérieur de cette demande de prêt. Lui et toute sa famille. Il planifie ça depuis des années. La vérité, mise à nu, était suffocante. Je ressentis une nouvelle vague de rage. Non seulement contre lui, mais contre moi-même. Pour avoir été si naïve. Si confiante. J'avais personnellement signé la fin de ma propre sécurité sans y réfléchir à deux fois. Leur stratagème était si sournois. Si parfaitement exécuté. Ils avaient utilisé ma confiance comme leur arme principale. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maman? Demandai-je. La voix empreinte de panique. C'est ma signature. C'est légal. Comment pouvons-nous nous battre? Ma mère me regarda. Ses yeux vifs et clairs. La signature est peut-être réelle, mais l'intention était frauduleuse. C'est un crime. Et Lara. Ça s'appelle le dol. Ne t'inquiète pas. Nous ne les confronterons pas maintenant. Nous les laissons croire que leur plan parfait a fonctionné. En attendant, nous devons trouver la preuve qu'il t'a trompé. Te souviens-tu si quelqu'un d'autre était là? T'a-t-il envoyé des emails ou des SMS à propos de ce pré-employé? Je secouai la tête misérablement. Nous étions seuls. Et il ne met jamais les choses importantes par écrit. Il me le dit toujours. Ma mère se tut. Réfléchissant. Ce n'est pas grave. S'il n'y a pas de preuves directes, nous trouverons des preuves indirectes. Laisse-moi faire. Ton travail en ce moment est de rester calme. Plus tu paraîtras impuissante et naïve, plus ils deviendront trop confiants. Et les gens trop confiants font des erreurs.
Je quittais la maison de ma mère ce soir-là le cœur lourd, mais l'esprit clair. L'ampleur de leur conspiration était maintenant exposée. Je n'étais plus une victime trébuchant dans le noir. Je connaissais mes ennemis, et je savais ce qu'ils voulaient. Ils voulaient tout. Et je m'assurerais qu'ils n'obtiennent rien. C'était une bataille pour ma vie. Et je la mènerais jusqu'au bout. Leur plan pour s'emparer de ma maison semblant avoir réussi. La famille de Mathieu devint plus audacieuse. Leur prochaine cible, comme ma mère et moi l'avions prédit, étaient mes économies personnelles. L'attitude de Mathieu envers moi changea radicalement. L'indifférence froide fut remplacée par une douceur soudaine et écœurante. Il commença à rentrer plus tôt. Il m'apporta des fleurs. Il commença même à aider à faire la vaisselle. Une tâche qu'il n'avait pas touchée depuis des années. Il se remémorait nos débuts, parlant de l'avenir que nous avions prévu. Sa performance était si convaincante que, si je n'avais pas su la vérité, j'aurais pu croire qu'il essayait de réparer notre mariage brisé. Mais je savais mieux. Cette chaleur soudaine était un écran de fumée pour un programme beaucoup plus froid. Je n'ai pas eu à attendre longtemps pour découvrir ce que c'était. Un soir, après le dîner, il me fit asseoir sur le canapé, un air excité sur le visage. « Et Lara ?» commença-t-il. Sa voix basse et conspiratrice. « J'ai quelque chose d'incroyable à te dire. Mon entreprise offre une opportunité d'investissement privé dans un énorme nouveau projet de complexe hôtelier en Corse. C'est exclusif au cadre supérieur. Le rendement garanti est d'au moins 30% par an. C'est une affaire sûre. » Je pris une gorgée de mon thé, mon esprit tournant à plein régime. Une autre opportunité, interne. Je feignis l'intérêt. Waouh! Mathieu. Ça a l'air incroyable. Mais est-ce risqué? Pas du tout, dit-il. Les yeux brillants. Le projet est soutenu par certains des plus grands noms du secteur. J'ai vu les documents juridiques. C'est du solide. Je prévois d'y mettre toutes mes économies. Mais il me manque encore un peu pour atteindre le palier d'investissement supérieur. Il marqua une pause, me regardant d'un air significatif. Je savais ce qui allait arriver. Il te manque combien? Eh bien, j'ai calculé. Et avec 100 000 de plus, nous pourrions obtenir une place de choix. Le rendement le plus élevé possible. Et il me semble me souvenir que tu as un compte d'épargne avec à peu près cette somme? N'est-ce pas? L'argent que tes parents t'ont donné? Voilà. La cible. 100 000 euros. Le pécule que mes parents avaient insisté pour que je garde séparément pour ma propre sécurité. Mathieu était au courant de tout. Voyant mon hésitation, il me prit la main, sa voix devenant sérieuse et suppliante. Et Lara? Je sais que c'est ton argent. Mais nous sommes une équipe? Non. Ce qui est à toi est à moi. Et ce qui est à moi est à toi. Si nous investissons cela ensemble, nous en récolterons les fruits ensemble. Nous pourrions enfin faire ce voyage en Italie dont tu as toujours rêvé. Nous pourrions rattraper tout le temps où j'ai été si concentré sur le travail. Ces paroles étaient d'une douceur empoisonnée. Un appel parfaitement conçu à l'épouse qu'il pensait que j'étais encore. L'Elara d'il y a 6 mois aurait accepté sans hésiter. L'Elara d'aujourd'hui voyait clair dans son jeu. Pourtant, je n'ai pas refusé catégoriquement. Je devais voir jusqu'où il pousserait cette mascarade. C'est beaucoup d'argent, Mathieu, dis-je, feignant d'hésiter. J'ai besoin d'y réfléchir. Bien sûr, dit-il. Son visage un masque de compréhension. Prends ton temps. Mais pas trop. Les places se remplissent vite.
La date limite est la fin de cette semaine. Pendant les jours suivants, Mathieu maintint la pression. Il me montra des brochures glacées et des feuilles de calcul complexes détaillant le complexe imaginaire. Il fit même appeler un collègue, se faisant passer pour un conseiller en investissement, pour se porter garant de la légitimité du projet. Son stratagème était élaboré et sans faille. Je lui ai finalement dit que j'étais partante. J'ai dit que j'irais avec lui à la banque vendredi pour retirer l'argent et signer les papiers. Le visage de Mathieu s'illumina d'une joie triomphante qu'il ne put dissimuler. Il me serra dans ses bras, me chuchotant des remerciements et des promesses à l'oreille. En le regardant, je ressentis un profond dégoût. Le piège était tendu. Mais il n'avait aucune idée qu'il était celui qui était sur le point d'y tomber. Le vendredi matin arriva. Mathieu était pratiquement fou de joie. Il sifflotait en enfilant son plus beau costume. Il essaya même de m'aider à préparer le petit déjeuner. Un effort maladroit qui fut plus une gêne qu'une aide. Je savais qu'il comptait les secondes jusqu'à ce que cet argent soit entre ses mains. Je me suis préparé, mettant mon livret d'épargne et ma carte d'identité dans mon sac à main. J'avais déjà informé ma mère du plan. Sa seule instruction était « Va simplement avec lui. » Et Lara. Je m'occupe du reste. À 9h, nous sommes partis pour la banque. Il m'a tenu la portière de la voiture, agissant comme le parfait gentleman. Sur le chemin, il bavardait sans cesse de toutes les choses que nous ferions avec nos bénéfices. On achètera une nouvelle voiture, quelque chose de plus grand. Et une résidence secondaire, peut-être sur la Côte d'Azur. Je me contentais de sourire et de hocher la tête, pensant que le seul voyage qu'il ferait serait un aller simple vers le fond du gouffre. Nous sommes arrivés à la banque et sommes entrés ensemble. Il expliqua avec assurance notre objectif au guichetier. Alors que je m'asseyais et me préparais à signer le bordereau de retrait, mon téléphone se mit à sonner, strident et insistant. C'était ma mère. Je lançai un regard d'excuse à Mathieu et répondis. « Allô ? Maman ? Qu'est-ce qui ne va pas ?» À l'autre bout du fil, la voix de ma mère était un sanglot frénétique et étranglé. « Et Lara ? C'est ton père. Il a eu un AVC. Nous sommes aux urgences de l'hôpital Édouard Herriot. Les médecins. Ils ont dit que c'était critique. Viens tout de suite. » Même si je savais que c'était un jeu. Sa performance était si convaincante qu'elle me fit ressentir un véritable choc de peur. Je jouais mon rôle. Quoi ? Maman ? Qu'est-ce que tu dis ? Papa ? Quel hôpital ? Hôpital Édouard Herriot. Dépêche-toi. Et Lara ? J'ai si peur. Je raccrochai. Le visage pâle. Les mains tremblantes. Mathieu me regarda. Son agacement à peine dissimulé. Qu'est-ce qu'il y a encore ? C'est mon père. Balbutiai-je. Il a fait un AVC. Il est aux urgences. Je dois y aller. Maintenant. Sans attendre sa réponse, je saisis mon sac et les papiers sur le comptoir et sortis en courant de la banque. Mathieu resta abasourdi une seconde, puis courut après moi. Et Lara ? Attends. Je te conduis. Non. Criai-je en le bousculant. Je hélai un taxi qui attendait au bord du trottoir et sautai dedans, le laissant seul sur le trottoir, le contrat d'investissement non signé flottant dans sa main. Dès que la portière du taxi se referma, je laissai échapper un souffle que je ne savais pas que je retenais. La performance de ma mère avait été impeccable. Je lui envoyai un rapide SMS, « J'arrive ». Quelques secondes plus tard, elle répondit, « Bien. Viens directement à la salle d'attente des urgences. » J'y suis. Quand j'arrivai à l'hôpital,
Je la trouvai assise sur une chaise en plastique. Son visage un portrait parfait d'inquiétude. Elle me vit et m'entraîna rapidement dans un coin isolé du couloir. « Comment ça s'est passé ?» chuchota-t-elle. « A-t-il soupçonné quelque chose ?»« Pas du tout. » dis-je. « Tu as été brillante. »« Maman. Tu m'as même fait peur pendant une seconde. » Elle réussit à esquisser un petit sourire soulagé. Il fallait que ce soit convaincant. Maintenant, écoute. Va à la consultation sans rendez-vous au premier étage. Dis-leur que tu as une migraine sévère et des vertiges. Fais-leur prendre ta tension. Faire quelques tests de base. Reste là jusqu'à ce que j'appelle Mathieu cet après-midi. Je lui dirai que ton père est stable. Mais que tu t'es effondré sous le choc et que tu es gardé en observation. Ça te couvrira pour le reste de la journée. Et l'argent ? Maman ? Donne-moi le livret. Ordonna-t-elle. Je le lui tendis. Je vais à une autre agence tout de suite pour retirer jusqu'au dernier centime. Ensuite, je le transfère sur un nouveau compte à mon nom. Il faut le faire immédiatement. On ne peut pas lui laisser le temps de devenir méfiant. J'acquiesçai. Regardant ma mère. Mon improbable général. Se dépêcher pour accomplir sa mission. Une vague d'amour et de gratitude m'envahit. Elle risquait tant. Orchestrant cette tromperie élaborée. Tout cela pour moi. Je me promis alors de mener cela à bien. De ne pas la décevoir. La tentative de Mathieu de voler les économies de ma vie avait échoué de façon spectaculaire. Non seulement il était reparti les mains vides, mais il m'avait aussi, sans le savoir, fourni une autre preuve de sa tromperie. Après le voyage raté à la banque, la douceur fabriquée de Mathieu s'est évaporée. Il était maussade et irritable. La façade charmante complètement disparue. Il me harcelait constamment à propos des 100 000 €. Se plaignant que je lui avais fait manquer l'opportunité d'investissement de sa vie. Je mettais simplement cela sur le compte de la crise de santé de mon père, expliquant que je ne pouvais pas penser aux investissements alors que notre famille faisait face à une telle incertitude. De plus, lui disais-je, les factures médicales s'accumulaient. Je devais garder cet argent pour les urgences. Il ne pouvait pas argumenter contre cela. Mais sa frustration était palpable. Il n'avait aucune idée que l'argent était déjà bien hors de sa portée. Sa patience était clairement à bout. Il commença à passer encore moins de temps à la maison, disparaissant parfois pendant des jours. Son excuse était toujours un « projet de travail critique ». Mais je savais qu'il était avec Chloé au Monarque. Le silence dans notre maison devint plus lourd, plus froid, rempli de vérités non dites. Un dimanche après-midi. Après avoir rendu visite à mes parents, une étrange impulsion s'empara de moi. Je voulais les voir. Je voulais savoir ce qu'ils faisaient maintenant que leur dernier plan avait été contrecarré. Je conduisis vers le centre-ville, vers le Monarque. Cette fois, je ne me suis pas garé de l'autre côté de la rue. J'ai trouvé une place à quelques pâtés de maison et j'ai marché, me fondant dans la foule du week-end. Je n'avais pas de plan précis. Je me sentais juste attiré là-bas. En passant devant un café chic au rez-de-chaussée de l'immeuble, une scène à l'intérieur me figea sur place. À travers la grande baille vitrée, je vis Mathieu. Il n'était pas seulement avec Chloé. Assis à la table avec eux, riant et parlant, se trouvaient ses parents, Richard et Éléonore. Les quatre formaient une image de bonheur domestique. Éléonore coupait soigneusement un morceau de gâteau et le donnait à une Chloé radieuse. Richard était engagé dans une conversation animée avec son fils. Et Mathieu, mon mari, était assis à côté de Chloé. Une main posée possessivement sur son ventre de femme enceinte, l'autre caressant doucement ses cheveux.
Il ressemblait à une vraie famille. Une famille heureuse et complète, attendant avec impatience l'arrivée d'un nouveau membre. Je suis resté figé sur le trottoir, séparé d'eux par une fine plaque de verre. Le monde est devenu silencieux. Je n'entendais ni la circulation ni les passants. Tout mon univers s'était réduit à cette seule image, parfaite et brutale. Tout était vrai. Chaque sombre soupçon que j'avais eu. Ce n'était pas seulement Mathieu. Toute sa famille, les gens que j'avais appelés papa et maman pendant 4 ans. Les gens que j'avais respectés et pour qui j'avais pris soin, ils étaient tous dans le coup. Ils savaient tout. Ils ne se contentaient pas de cautionner la liaison de leur fils. Ils la nourrissaient activement. Ils travaillaient tous ensemble. Un front uni. Pour me tromper. Pour voler mes biens. Et pour préparer le terrain pour leur nouvelle belle-fille et leur précieux petit-fils. À leurs yeux, je n'étais qu'un obstacle. Un problème à éliminer. Des années à être une belle-fille dévouée. Toutes les fêtes. Les anniversaires. Les soins que je leur avais témoignés, tout cela ne signifiait rien. La douleur dans ma poitrine était différente cette fois. Ce n'était pas la piqûre d'un amour trahi. C'était le vide glacial d'une parenté trahie. J'avais toujours gardé une lueur d'espoir que ses parents n'étaient pas au courant. Qu'ils étaient aussi victimes de ces mensonges. Mais ils n'étaient pas des victimes. Ils étaient des complices. Ils étaient les architectes de ma ruine. Les larmes ne sont pas venues. Elles étaient parties depuis longtemps. Je suis simplement resté là. Les regardant célébrer leur victoire. Les regardant chérir la femme qui avait aidé à détruire ma vie. J'ai calmement levé mon téléphone et pris une photo. Cette photographie. Cette seule image capturant leur heureuse petite conspiration. Serait mon argument final. Je me suis retourné et je suis parti. Et je n'ai pas regardé en arrière. À ce moment-là, tout sentiment persistant, toute parcelle d'affection que j'aurais pu avoir pour cette famille, est morte. Ce n'était plus seulement une affaire entre moi et Mathieu. C'était une guerre entre moi et toute la famille. Et je serais celle qui resterait debout. La photographie de la famille et célébrant avec Chloé fut l'armure émotionnelle finale dont j'avais besoin. Elle éteignit les dernières braises de l'amour et les remplaça par une résolution froide et dure. Ma mère et moi savions que nous ne pouvions plus nous permettre d'être réactives. Nous devions anticiper leurs prochains mouvements. Nous devions entrer dans leur tête. Mais comment ? L'idée vint à ma mère un matin. Un plan si audacieux qu'il me coupa le souffle. Je vais me faire hospitaliser, dit-elle, d'un ton parfaitement désinvolte. Quoi ? Maman ? Tu n'es pas malade. Pas besoin d'être malade pour aller à l'hôpital ? Dit-elle avec un clin d'œil. C'est le meilleur endroit au monde pour surprendre des conversations. Les gens y sont vulnérables. Ils parlent. Surtout les femmes d'un certain âge. On ne sait jamais ce qu'on peut apprendre. Cela semblait fou. Mais plus j'y pensais, plus cela me paraissait brillant. C'était une manœuvre folle et désespérée. Mais notre situation l'exigeait. Ma mère avait des antécédents d'hypertension. Quelques plaintes de vertige et de maux de tête suffiraient à la faire admettre en observation pour quelques jours. Et c'est ainsi que ma mère se fit admettre au même hôpital. Édouard Herriot, où elle avait mis en scène sa performance précédente. Elle fut placée dans une chambre semi-privée avec 3 autres lits. Bavarde de nature, elle se lia rapidement d'amitié avec ses colocataires, partageant collation et histoire, créant une atmosphère de confiance et de camaraderie. La chance, il s'est avéré, était de notre côté. Cet après-midi-là, un membre de la famille d'une nouvelle patiente arriva pour occuper le 4e lit. C'était une femme de l'âge de ma mère, avec un visage bienveillant et grand maternel. Elle s'appelait Hélène, et elle était là pour veiller sur son mari.
qui se remettait d'une opération pour des calculs rénaux. Les deux femmes s'entendirent immédiatement, se liant d'amitié autour de leurs enfants et des soucis du vieillissement. Suivant notre plan, ma mère commença à se lamenter sur les problèmes conjugaux de sa propre fille, parlant en termes vagues d'un gendre sans cœur sans jamais mentionner de nom. Hélène fut profondément compatissante. Elle tapota la main de ma mère et, dans un effort pour partager un fardeau similaire, commença à raconter sa propre histoire familiale. Oh! Vous savez, ma propre nièce a eu sa part de chagrin d'amour aussi. Chloé. C'est son nom. Mais elle a enfin trouvé un homme bien. Une vraie perle rare. Il est directeur dans une grande entreprise technologique. Beau. Brillant. Il quitte sa femme pour elle. Le cœur de ma mère a dû faire un bond au nom de Chloé. Mais son expression ne changea pas. Ah. Vraiment? Demanda-t-elle innocemment. C'est merveilleux pour elle. Mais pourquoi quitte-t-il sa femme? Est-ce une personne difficile? Hélène, se sentant une affinité avec ma mère, se pencha plus près, baissant la voix comme si elle partageait un grand secret. Difficile est un euphémisme. La femme, d'après ce que j'ai entendu, est plus âgée et ne peut pas avoir d'enfant. Vous imaginez? Des années de mariage et pas un seul bébé. Sa famille attendait désespérément un petit-fils pour perpétuer le nom. Mais ma Chloé, c'est une fille intelligente. Elle est déjà enceinte d'un garçon. Les grands-parents sont aux anges. Ils l'ont emmenée dans un salon de thé chic la semaine dernière. La belle grand-mère lui donnait du gâteau avec sa propre fourchette. Chaque mot prononcé par Hélène était une confirmation. Ma mère absorba soigneusement chaque détail. Alors, quand est-ce qu'il se marie? Sonda-t-elle doucement. Eh bien, ils doivent attendre la naissance du bébé? Bien sûr. Ma Chloé doit accoucher d'un jour à l'autre. Son petit ami, Mathieu, c'est son nom, a dit que dès que le bébé arrivera, il aura l'excuse parfaite pour demander le divorce. La maison, l'argent, toutes ces choses de la première femme. Ses parents s'en sont déjà occupés. La femme partira sans rien. Bien fait pour elle. Je suppose. Une femme qui ne peut pas donner un fils à son mari. Hélène parlait avec une cruauté désinvolte, complètement inconsciente du fait qu'elle s'adressait à la mère de cette même épouse. Ma mère écoutait, le cœur enragé, mais son visage ne montrait qu'une sympathie polie. Eh bien, de nos jours, c'est la triste vérité pour beaucoup de femmes. Tant mieux pour votre nièce si elle a trouvé son bonheur. Cette nuit-là, après qu'Hélène se soit endormie, ma mère se glissa dans le couloir et m'appela. Elle me raconta toute la conversation, mot pour mot. J'écoutais. Un frisson de pure fureur me parcourant. C'était donc leur plan directeur. Ils attendaient le bébé. L'enfant devait être leur atout-maître. Le coup final pour me coincer. Pour justifier leur vol. Et pour me mettre de côté. Je sais ce qu'ils préparent maintenant. La voix de ma mère était glaciale au téléphone. Ils veulent jouer leur dernière carte. Très bien. Laissons-les faire. Laissons-les avoir leur bébé. Laissons-les avoir leur moment de triomphe. Parce que le moment où ce bébé naîtra sera aussi le moment où leur monde entier s'effondrera. Les semaines qui suivirent furent remplies d'un silence tendu et oppressant. Connaissant leur plan, j'observais Mathieu avec un œil détaché et clinique. Il était sur les nerfs. Un homme attendant le coup de pistolet de départ. Il ne rentrait presque plus à la maison. Et quand il le faisait, il dégageait une atmosphère d'attente agitée. La comédie était terminée. Il attendait. Tout simplement. Monsieur Davis, le détective,
continuait d'envoyer ses mises à jour discrètes. La grossesse de Chloé progressait. Sa date d'accouchement était imminente. Mathieu était une présence constante à ses côtés, l'emmenant à ses rendez-vous chez le médecin, portant ses sacs de course, jouant le rôle du partenaire dévoué. En regardant les photos, je ne ressentais aucune douleur, seulement un mépris profond et glacial. Puis, le jour arriva. Un lundi matin, Mathieu préparait un petit sac de voyage avec une énergie frénétique. Il se tourna vers moi, le visage illuminé d'une joie mal dissimulée. « Et Lara ? Je dois aller à Paris pour quelques jours. Une énorme affaire vient de se présenter. Et je dois être là pour signer les contrats en personne. » « D'accord. Mathieu. Fais attention. » dis-je. Ma voix douce comme de la soie. Je m'approchai et redressai son col, l'aidant même à fermer le sac, jouant l'épouse dévouée jusqu'à la fin. Il me fit un câlin rapide et distrait et se précipita dehors. Alors que sa voiture disparaissait au bout de la rue, le sourire s'effaça de mon visage. Je savais exactement pour quel genre de « grosse affaire » il se dépêchait. Moins d'une heure plus tard, un SMS de Monsieur Davis arriva. Le sujet ne s'est pas rendu à l'aéroport. Il est arrivé à l'hôpital de la Croix-Rousse. Une photo de la voiture de Mathieu sur le parking de l'hôpital était jointe. Pour le reste de la journée, je reçus un flux en direct du drame qui se déroulait. Des photos de Mathieu et de ses parents dans la salle d'attente de la maternité. Leur visage un mélange d'anxiété et d'excitation. Puis, quelques heures plus tard, la photo triomphale, Mathieu, en blouse, tenant un minuscule nouveau-né au visage rouge, son visage rayonnant d'une joie tout à fait authentique. Ses parents se tenaient à côté de lui, rayonnants, les yeux fixés sur leur nouveau petit-fils. Le texte d'accompagnement était bref, c'est un garçon. 2 kilos. La mère et l'enfant se portent bien. C'était donc fait. Son fils était né. L'atout maître avait été joué. La semaine suivante, Mathieu resta à sa conférence à Paris. Il m'appelait tous les soirs, la voix chargée d'une fausse fatigue, se plaignant de longues réunions et de négociations difficiles. Je suis si fatigué. Et Lara ? Soupirait-il. J'ai hâte que ce soit fini pour pouvoir rentrer à la maison auprès de toi. J'écoutais ses mensonges. Mon téléphone dans une main. Tout en faisant défiler les dernières photos de Monsieur Davis de l'autre. Des photos de Mathieu donnant la cuillère à Chloé dans son lit d'hôpital. Des photos de lui changeant maladroitement une couche. Des photos de toute sa famille réunie autour du lit, roucoulant devant le bébé. Le contraste était si saisissant, si cruel, que c'en était presque absurde. Sa tromperie n'avait plus le pouvoir de me blesser. Elle ne faisait que renforcer ma résolution. « Tu travailles trop ?» répondais-je d'une voix douce et concernée. « Prends soin de toi. Je t'attendrai ici. » Chaque mot doux que je prononçais était un clou dans son cercueil, bien qu'il fût trop arrogant pour le voir. Il se prélassait dans l'éclat de sa nouvelle paternité, complètement inconscient du fait que chacun de ses mouvements était documenté. Chaque mensonge méticuleusement enregistré, attendant tous le bon moment pour être mis en lumière. Après une semaine, Mathieu revint de Paris. Il essaya de paraître fatigué par le travail. Puis il ne pouvait cacher le bonheur profond et satisfait dans ses yeux. Il m'apporta une boîte de chocolat. Une offrande bon marché de la boutique de l'hôpital. Sans doute. Je les acceptai avec un sourire gracieux, amusé par son effort pathétique et de dernière minute pour la normalité. Ma mère et moi savions qu'avec l'arrivée du bébé, il passerait rapidement à l'action.
Leur dernière cible serait le dernier ensemble de nos biens communs, l'argent sur nos comptes courants et d'épargne joints. C'était l'argent que nous avions accumulé dans les premières années plus heureuses de notre mariage. Ce n'était pas une fortune, mais c'était une somme substantielle. Je ne les laisserai pas l'avoir. Nous devons agir avant eux, dit ma mère. La voix ferme. J'appelai immédiatement ma cousine, Marie, qui était directrice d'agence à la banque où nous avions nos comptes joints. Je la rencontrai dans un café tranquille et, autour d'un café, je lui racontai toute l'histoire sordide. Marie écouta, son expression passant de l'incrédulité à la pure rage. Ce salaud, siffla-t-elle. Et sa famille aussi? Incroyable. Ne t'inquiète pas. Et Lara. Je vais t'aider. Tu es titulaire principal du compte. Tu as tout à fait le droit de retirer ton argent. Le lendemain matin, je suis entrée dans la banque et j'ai retrouvé Marie. Avec l'excuse préplanifiée, j'ai dit au guichetier que je devais retirer le solde complet pour couvrir les frais de rééducation post-AVC de mon père. C'était une histoire tout à fait plausible. Et personne n'a sourcillé. Avec l'aide de Marie, la transaction fut rapide et sans accroc. Je suis sortie avec un chèque de banque pour la totalité du montant. J'ai immédiatement conduit jusqu'à une autre banque et les déposé sur le nouveau compte sécurisé que ma mère avait ouvert. Tenant le reçu de dépôt dans ma main, je ressentis un profond sentiment de soulagement. Le dernier mur financier avait été construit. Mathieu et sa famille ne pouvaient plus toucher un seul centime de mon argent. Comme nous l'avions prédit. Il ne fallut que quelques jours à Mathieu pour aborder le sujet. Il commença à parler des coûts imprévus d'un nouveau-né, du besoin d'une nounou, du meilleur lait maternisé bio. Puis il en vint au fait. Il suggéra que nous devrions retirer une grosse somme de notre compte joint pour aider un collègue dont la femme venait d'avoir un accouchement difficile. Le mensonge était si paresseux, si insultant, que j'ai failli lui rire au nez. Je l'ai juste regardé. Mon expression calme. Il n'y a plus d'argent sur ce compte? Mathieu. J'ai dû tout retirer pour le fonds médical de papa. Tu ne te souviens pas? Il a besoin d'une kinésithérapie à long terme. C'est incroyablement cher. Il me fixa, le visage flasque de choc. Il se précipita sur son téléphone, se connectant frénétiquement à l'application bancaire. Je le regardai pâlir en voyant le solde, 32 €. Il releva brusquement la tête, les yeux flamboyants de fureur. « Pourquoi as-tu pris tout l'argent sans me le demander ?» gronda-t-il. Je croisai son regard sans ciller, ma voix aussi froide que la glace. « Pourquoi as-tu utilisé ma carte de crédit pour ta maîtresse sans me le demander ? Pourquoi as-tu volé le bracelet de ma grand-mère et notre acte de propriété sans un mot pour moi ? La vie de mon père était en jeu. Mathieu. J'ai utilisé notre argent pour le sauver. Y a-t-il un problème avec ça ? C'était la première fois que je le confrontais directement. Il était complètement pris au dépourvu. Il bafouilla, incapable de former une réponse cohérente. Parce que tout ce que j'avais dit était la vérité indéniable. Consumé par la rage, il frappa la table de la main et sortit de la maison en trombe. Criant par-dessus son épaule, « Tu le regretteras ?» Et Lara. Je savais alors que l'acte final était sur le point de commencer. Le temps de la comédie était révolu. Mais je n'avais pas peur. J'étais prête. Tout était en place. J'attendais juste qu'il allume la mèche. Il ne me fit pas attendre longtemps. Après que le compte joint fut vidé, la dernière parcelle de patience de Mathieu disparut. Il en avait assez de perdre son temps. Le moment que sa famille attendait était enfin arrivé. Le bébé avait un mois. Un symbole tangible de leur victoire. Ils croyaient détenir toutes les cartes.
Il rentra tôt un soir. Il ne mangea pas. S'assit simplement dans le salon, fumant cigarette sur cigarette, l'air devenant épais et lourd de sa rage silencieuse. Je finis de nettoyer la cuisine et vins m'asseoir dans le fauteuil en face de lui. Attendant. Après avoir écrasé sa dernière cigarette, il me regarda enfin. Ses yeux étaient froids, dénués de toute émotion. Je veux le divorce. Les mots, quand ils vinrent enfin, furent prononcés avec le ton plat et impersonnel d'une transaction commerciale. Je ressentis un dernier, faible pincement au cœur. Le dernier fantôme de l'amour que j'avais autrefois pour lui. Mais je ne montrai aucune surprise. Que as-tu dit? Demandai-je calmement. Je n'ai pas entendu. Sa patience craqua. J'ai dit. Je veux le divorce. Cracha-t-il. Tu es sourde? C'est fini entre nous depuis des années. Je suis avec quelqu'un d'autre. J'ai un fils avec elle. Il est temps de mettre fin à ça. Il plongea la main dans sa mallette et en sortit une liasse de papier, les jetant sur la table basse entre nous. Voici la demande de divorce et l'accord de règlement. J'ai déjà signé. Lis et signe. Je pris les documents. Mes mains étaient parfaitement stables. Je parcourus les termes. C'était pire que tout ce que j'aurais pu imaginer. Il m'offrait un paiement unique de 20 000 € en guise de geste de bonne volonté. En retour, je devais quitter la maison immédiatement et renoncer à toute réclamation sur tout autre bien. La maison, précisait le document, était légalement en copropriété avec ses parents et n'était donc pas soumise à la division. Je levai les yeux des papiers, un sourire lent et froid se dessinant sur mes lèvres. Pensait-il vraiment que j'étais encore si naïve? 20 000 €. Mathieu? C'est tout ce que valent mes 4 années en tant qu'épouse? C'est le prix de l'investissement de ma famille dans cette maison? Il ricana. Un air de mépris total sur son visage. Ne tente pas ta chance. 20 000. C'est plus que ce que tu mérites. La maison a les noms de mes parents sur l'acte. Tu n'as aucun droit légal. Tu peux refuser de signer, mais un juge ne te donnera rien de plus. Tu finiras juste par te ridiculiser. Il était si confiant, si certain d'avoir gagné. Il pensait que je ne savais rien. Il s'attendait à des larmes, des supplications, ou une crise d'hystérie. Je ne lui donnais rien de tout cela. Je reposai soigneusement les papiers sur la table. Je le regardai droit dans les yeux, ma voix d'une sérénité déconcertante. D'accord. Je signerai. Il se figea, la mâchoire pendante. Ma réaction était si éloignée de ce qu'il avait anticipé qu'elle le laissa sans voix. Tu vas signer? Oui. Hochai-je la tête. Mais j'ai une petite condition. Quelle condition? Demanda-t-il. Les yeux plissés de méfiance. Mon sourire s'élargit. C'était un sourire dont je savais qu'il se souviendrait pour le reste de sa misérable vie. La fête de bienvenue pour ton fils. Où a-t-elle lieu? J'aimerais y assister. Après tout, je suis toujours ta femme. Je pense qu'il est juste que je vienne voir le bébé et faire un dernier adieu à ta famille et à tes amis avant que nous ne nous séparions officiellement. Ma demande le déconcerta complètement. Il n'arrivait pas à comprendre mon jeu. Mais mon accord rapide au divorce l'avait rendu trop confiant. Il vit probablement ma demande comme le dernier souhait pathétique d'une femme vaincue. Après un moment d'hésitation, il haussa les épaules. D'accord. C'est ce dimanche. 19 h. La salle azur à l'hôtel Radisson. Mais n'essaie rien de stupide. Tu as ma parole? Répondis-je, mon sourire ne faiblissant jamais.
Je viens juste présenter mes félicitations. Il n'avait aucune idée qu'il venait de me donner personnellement une invitation. Une invitation à la première d'un film documentant toute sa vie frauduleuse. Et j'en étais la réalisatrice. La dernière semaine dans cette maison fut une leçon de mettre en guerre silencieuse. Mathieu n'était presque jamais là. Absorbé par les préparatifs de ce qu'il considérait comme la grande première de son fils et sa propre fête de victoire personnelle. Pour ma mère et moi, ce fut une semaine de travail intense et concentré. Nous préparions notre cadeau final. Nuit après nuit. Nous nous sommes assis ensemble, passant en revue chaque preuve. Chaque photo granuleuse de ce premier jour au centre commercial. Chaque image nette du détective privé. Chaque capture d'écran des messages provocateurs de Chloé. La photo accablante de l'acte de propriété falsifié. Et la photographie de la joyeuse célébration familiale au café. Nous avons tout assemblé en une vidéo de 10 minutes. Ma mère, avec un talent surprenant pour le dramatique, l'a montée avec une bande sonore qui passait de mélancolique à menaçante. Elle a ajouté des légendes simples et percutantes pour contextualiser chaque image. Mars, mon mari dit qu'il est en réunion client. Notre maison familiale, copropriété avec des étrangers. L'autre femme. Nous avons intitulé notre chef-d'œuvre simplement La famille heureuse. Le dimanche soir, je me tenais devant le miroir. La femme qui me regardait n'était pas l'Elara fatiguée et le cœur brisé d'il y a quelques mois. J'avais choisi une robe d'une teinte profonde et puissante de soie bordeaux. Elle était élégante et imposante. Mon maquillage était impeccable. Mes yeux vifs. Mes lèvres peintes d'un rouge audacieux. Je n'assistais pas à cette fête en tant que victime. J'y assistais en tant qu'exécuteur. Ma mère portait une robe intemporelle en velours noir. Ses cheveux argentés parfaitement coiffés. Elle ressemblait à une reine. Elle me prit la main. Sa poigne ferme. Ses yeux remplis d'une fierté féroce. Il est temps. Mon amour, dit-elle. Baissons le rideau. La salle azur scintillait. L'air bourdonnait de rire et du tintement des coupes de champagne. Mathieu, magnifique dans un costume sur mesure, se tenait à l'entrée avec ses parents, saluant les invités. Ils étaient l'image même d'une famille fière et prospère. Chloé, dans une robe blanche fluide qui lui donnait un air faussement angélique, était assise à la table d'honneur, tenant le bébé. Amis et parents grouillaient autour d'elle, admirant l'enfant. Notre arrivée provoqua un silence momentané. Mathieu et ses parents nous virent, et une lueur d'agacement et de prudence traversa leur visage. Mais devant leurs invités, ils devaient maintenir les apparences. Ils forcèrent des sourires crispés et fragiles. « Tu es vraiment venu ?» dit Mathieu. Sa voix un avertissement sourd. « J'ai promis que je le ferais. » répondis-je avec un sourire serein. Ma mère et moi nous sommes alors glissés devant lui dans la salle de bal, ignorant les regards curieux et les chuchotements qui suivaient dans notre sillage. La fête battait son plein. Après un discours d'autosatisfaction du père de Mathieu, le maître de cérémonie invita tout le monde à tourner son attention vers le grand écran pour un diaporama du premier mois du bébé. C'était mon signal. Je me levai et me dirigeai résolument vers la scène, prenant le microphone des mains stupéfaites du maître de cérémonie. Une vague de silence s'abattit sur la salle. Tous les yeux étaient sur moi. Mathieu et sa famille commencèrent à se lever, leurs visages pâles d'alarme. « Je m'excuse pour l'interruption, » dis-je. Ma voix claire et stable, amplifiée dans toute la grande salle de bal. Pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas, je suis Elara Hay, l'épouse de Mathieu. Et en ce jour très spécial, j'ai moi aussi un petit cadeau. Une vidéo spéciale que j'ai préparée pour honorer mon mari, sa famille
et la belle nouvelle vie qu'ils ont créée. Sur ce, je fis un signe de tête au technicien audiovisuel, un jeune homme que ma mère avait discrètement engagé pour la soirée. Les lumières de la salle s'éteignirent, et l'écran s'anima. La vidéo commença. Elle s'ouvrit sur la photo de Mathieu et Chloé dans le magasin pour bébés, avec la légende, pendant que sa femme était à la maison. S'ensuivit un montage d'eux entrant et sortant du Monarque, dînant dans des restaurants chers, faisant leurs courses ensemble comme un couple marié. Puis vint la photo des 4 au café, l'alliance familiale. Les messages textes provocateurs et arrogants de Chloé remplirent l'écran, les uns après les autres. L'image de l'acte de propriété falsifié, avec les 4 noms encerclés en rouge, fut affichée pendant 10 secondes complètes. Finalement, elle montra les photos de l'hôpital, Mathieu berçant son fils nouveau-né, le visage illuminé de joie. Tandis que la légende disait, pendant son « voyage d'affaires » à Paris. La salle de bal était absolument silencieuse. On aurait pu entendre une mouche voler. Puis, le silence fut rompu par des murmures, qui se transformèrent en chuchotements choqués et en halètements purs et simples. Les têtes se tournèrent, et des centaines d'yeux fixèrent Mathieu et sa famille, leur visage une toile d'incrédulité et de dégoût. Le visage de Mathieu était passé du blanc à un gris maladif. « Arrêtez ça !» cria-t-il, se précipitant vers la scène. « Arrêtez cette saleté maintenant !» Mais il était trop tard. La vidéo se terminait par une dernière image, un gros plan de l'accord de divorce qu'il m'avait offert, avec le chiffre de 20 000 € encerclé. Une dernière ligne de texte apparut à l'écran, le prix de 4 ans de ma vie. Et de tout ce que ma famille a donné. Les lumières de la salle se rallumèrent, et le chaos éclata. Le bruit des chaises qui raclent, des gens qui crient, le cri soudain et hystérique de Chloé, et les jurons venimeux de ma belle-mère. Les invités commencèrent à se lever et à partir, secouant la tête, jetant des regards de pur mépris aux hôtes. La célébration glorieuse était devenue une humiliation publique du genre le plus spectaculaire. Au milieu du pandémonium, ma mère et moi nous sommes dirigés calmement vers la sortie. Je n'ai pas regardé en arrière. Je n'avais pas besoin de voir leur humiliation. Mon travail était terminé. Le rideau était tombé sur leurs mensonges. Mais pour moi, la lutte pour la justice ne faisait que commencer. La tempête que j'avais déchaînée à l'hôtel Radisson fut plus puissante que je ne l'avais jamais imaginée. L'histoire de la fête désastreuse et de la chute spectaculaire de Mathieu devint le sujet de conversation de leurs cercles sociaux et professionnels. Mais Mathieu et sa famille, acculés et humiliés, n'étaient pas du genre à se laisser faire sans se battre. Ils choisirent de se battre salement. Le lendemain de la fête, ils se présentèrent à ma porte, hurlant et me menaçant. Ma belle-mère tenta de me gifler. Mais j'étais préparée. La confrontation ne prit fin que lorsque mon avocat, que j'avais en attente, arriva et menaça d'appeler la police. Ce n'était que le début. Ils lancèrent une campagne de diffamation vicieuse en ligne, me dépeignant comme une femme amère, instable et vengeresse qui ne pouvait accepter la fin de son mariage. Ils payèrent des gens pour répandre des rumeurs selon lesquelles j'avais été celle qui était infidèle. Ma maison fut vandalisée. Les pneus de ma voiture crevés. Ce fut une épreuve terrifiante et épuisante. Mais nous étions prêtes. Nous avons documenté chaque menace, chaque publication diffamatoire, chaque acte de vandalisme. Pendant qu'ils étaient occupés à mener une guerre d'opinion publique, nous nous préparions pour la seule guerre qui comptait, celle au tribunal. La bataille juridique fut exténuante. Les avocats de Mathieu étaient habiles et agressifs, essayant de rejeter ma vidéo comme une œuvre de fiction. Ils soutenaient que l'acte de propriété était légalement valide car il portait ma signature.
Ils étaient confiants. Ils croyaient avoir couvert leurs traces. Ils ne connaissaient pas l'arme secrète de ma mère. Lors de l'audience finale, juste au moment où le juge semblait pencher en faveur de leur argument sur l'acte, mon avocat demanda à présenter une dernière preuve. Il plaça une petite enceinte connectée grise sur la barre des témoins. La Helio One, l'enceinte que ma mère avait offerte à mon beau-père pour son anniversaire 1 an plus tôt. Elle l'avait intelligemment récupérée en proposant de la faire réparer. Une ruse à laquelle il avait complètement mordu. Mon avocat appuya sur play. Une conversation enregistrée remplit le silence du tribunal. C'était Mathieu et son père, parlant dans leur salon quelques semaines plus tôt. Elle a accepté le divorce trop facilement, disait la voix de Richard. Je n'aime pas ça. La voix de Mathieu, pleine d'arrogance, répondit, que peut-elle faire? Nous avons la maison. Nous avons le bracelet de sa grand-mère. Je vais récupérer ses économies la semaine prochaine. Cette idiote n'a toujours aucune idée qu'elle a signé le transfert de propriété. Je l'ai glissé directement dans cette demande de prêt. Et elle a signé sans même lire. Un halètement collectif traversa la salle d'audience. Mathieu et son père se figèrent, leur visage devenant couleur de cendre alors qu'ils fixaient la petite enceinte grise. C'était un aveu. Un aveu direct et indéniable de fraude. Le verdict fut rapide et décisif. Le tribunal annula le transfert de propriété frauduleux, m'accordant la pleine propriété de la maison, citant la contribution significative de mes parents et les dommages émotionnels et financiers que j'avais subis. Mathieu fut condamné à me verser une somme substantielle en compensation pour le vol de mes biens et pour diffamation. Il perdit tout. Son travail, sa réputation, son argent. Lorsque sa fortune disparut, Chloé aussi, emmenant leur fils et disparaissant de sa vie. Je ne ressentis pas un sentiment de triomphe, seulement une paix tranquille et profonde. Je vendis la maison, laissant derrière moi les fantômes d'une vie qui n'était plus la mienne. Avec l'argent de la vente et du règlement, j'achetai un appartement plus petit et plus lumineux pour ma mère et moi. Le mariage brisé m'avait pris beaucoup, mais il m'avait aussi donné quelque chose d'inestimable, une force que je ne me connaissais pas. J'ai appris à me battre, à me protéger, et surtout, à m'estimer. Avec une partie de l'argent, j'ai créé une petite fondation à but non lucratif. Je l'ai appelée Renaissance. Nous fournissons une aide juridique et un soutien psychologique gratuit aux femmes qui ont subi la trahison et l'abus financier dans leur mariage. Je voulais utiliser mon histoire, ma douleur, pour aider d'autres à trouver leur propre force, pour m'assurer qu'aucune autre femme n'aurait à traverser seule cette obscurité. Un soir, debout sur le balcon de ma nouvelle maison, je regardais la ligne d'horizon de Lyon s'illuminer à la tombée de la nuit. Le passé était derrière moi. La guerre était terminée. J'avais survécu. Et des cendres de mon ancienne vie. J'étais enfin, vraiment, renée.